Alors, j'étais en train de parler de dépendance tout à l'heure. En fait, donc quand ces variables sont indépendantes, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre elles. Alors, il y a une indépendance qui est particulièrement étudiée, c'est la dépendance linéaire. Et lorsque deux variables ont une dépendance et qui serait linéaire, alors on dit que ces variables sont corrélées. Et cette corrélation est mesurée par le coefficient de corrélation. Donc, en fait, on écrit que c'est l'espérance donc de première variable, mais on prend des variables centrées, c'est-à-dire on lui enlève la moyenne. Première variable, on lui enlève la moyenne, la deuxième aussi pareil. Ceci, on aura aussi, j'ai dit, l'occasion de le démontrer, mais rappelez-vous ce que j'avais dit de la dernière fois, j'ai dit E de quelque chose, c'est l'intégrale du quelque chose fois la probabilité du quelque chose. Donc, ce sera l'intégrale ici, donc E de quelque chose, c'est l'intégrale du quelque chose, le voici, le quelque chose, fois sa probabilité. Ici, j'ai deux variables, x1 et x2, donc voilà, probabilité conjointe. Donc, ça me fait donc probabilité conjointe, donc une double intégrale. C'est comme ça qu'on aura l'occasion de le calculer à travers des exercices. Je veux revenir, ça c'est donc son équation, son formulation mathématique. Et puis quand on veut le normaliser, on le divise par la variance. Donc ça, cette normalisation, elle permet d'avoir, donc c'est toujours le coefficient de corrélation, donc, sauf qu'il est normalisé. Donc c'est juste une normalisation qui lui permet d'être compris entre moins 1 et 1. Je reviens à l'aspect significatif de la chose. Donc ici, la corrélation, elle mesure, donc c'est une mesure de dépendance linéaire. Donc, on a dit quand on multiplie les probabilités, dans le cas, ça veut dire qu'ils sont dépendants. Et là, la corrélation, elle peut vous permettre de savoir si cette dépendance est linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce coefficient-là, donc plus il se rapproche de 1 ou de moins 1, ça veut dire plus vos variables sont fortement corrélées et ça veut dire qu'il existe une dépendance linéaire entre eux. Si, parce que là, si c'est 1, ça veut dire que les deux variables évoluent suivant une droite. C'est-à-dire si l'une augmente, l'autre aussi. Si vous trouvez moins 1, ça veut dire que vos variables, lorsque l'une augmente, l'autre diminue. Elles sont toutefois reliées donc par une équation linéaire. Maintenant, si donc ce coefficient-là est proche de 0, si ρ de x1, x2 est proche de 0, en fait, ça veut dire que ces variables sont décorrélées. Et lorsqu'elles sont décorrélées, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas, donc quand mes variables sont décorrélées, il n'y a pas, je vais l'écrire comme ça, il n'y a pas de dépendance linéaire. Il n'y a pas de dépendance linéaire ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre dépendance. Il n'y a pas de dépendance linéaire. Signifie qu'il y a, elle signifie deux choses. Donc, soit il n'y a pas de dépendance, donc deux cas. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de dépendance du tout. Bon, là aussi, on va le voir à travers des exemples. Ou il y a une dépendance, mais qui ne serait pas linéaire. Une dépendance non linéaire. Voilà ce que ça signifie. Si je trouve un coefficient de corrélation nul, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de dépendance linéaire. Et ça implique qu'il n'y a pas de dépendance. Ça pourrait se qu'il n'y ait pas du tout de dépendance ou qu'il y ait une autre dépendance, mais qui ne soit pas linéaire. Donc, maintenant, bien sûr, si x1 et x2 sont indépendants, c'est sûr qu'ils sont, s'ils sont indépendants, il n'y a pas de dépendance, donc, y compris linéaire. Donc, forcément, ils sont décorrélés. Mais l'inverse, mais comme ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'on a dit, s'ils sont décorrélés, il n'y a pas de dépendance linéaire. Donc, il se pourrait qu'il y ait une autre dépendance ou qu'il n'y ait pas de dépendance du tout. C'est pour ça qu'on dit que la réciproque est fausse. On va voir un exemple. Ah, bah, j'en ai pas prévu un, alors je le ferai sous forme d'exercice. Mais alors, je vais le faire ici. Pas forcément. Regardez, si vous prenez, c'est ce que je ferai sous forme d'exercice, on va prendre par exemple y égale à x, et bien vous trouverez ρ de x1. Alors, le coefficient de corrélation normalisé, il va valoir 1. Si A vaut 1, si A est positif, pardon, il va valoir moins 1 si A est négatif. Ce coefficient de corrélation, je vais peut-être le faire directement maintenant. Je vais basculer sur Python et je vais le faire sous forme de TP pour que vous puissiez le voir. Et le deuxième exemple que je vais prendre, toujours en Python, en fait, je vais prendre x qui vaut, alors,
je vais prendre x qui vaut sinus θ, avec θ qui serait uniforme entre 0 et 2π. Puis je vais prendre y qui vaut sinus θ, le cosinus θ, toujours défini par rapport au même θ. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer quand on va calculer ρ de xy. On va trouver une valeur très proche de 0. Et pourtant, ces deux variables sont dépendantes l'une de l'autre, puisqu'elles sont définies par rapport à la même variable θ. Justement, on sait que x au carré plus y au carré vaut 1. Donc, il y a une dépendance entre les deux variables. Mais comme le coefficient de corrélation, il ne fait que mesurer une dépendance linéaire, comme ici, elle n'est pas linéaire, vous avez au carré, donc on trouvera un coefficient de corrélation nul. C'est juste pour montrer qu'il ne mesure que la dépendance linéaire. Donc, quand il est nul, ça ne veut pas dire que c'est indépendant. Justement, c'est pour vérifier que la réciproque est fausse. Donc, je vais basculer sur Python pour montrer cela. Alors, voici le programme sur Python. Donc, en fait, j'ai fait 2 essais, justement pour voir cette notion de dépendance. Alors, dans une première étape, j'ai créé une variable x et puis je suis obligée de travailler avec la variable uniforme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une variable donc, exponentielle. On l'a définie comme ça. Donc, encore une fois, elle se trouve dans la bibliothèque NumPy. Et puis, dans la sous-fonction, dans random, c'est-à-dire random, on regroupe tout ce qui est aléatoire. Donc, on a pris une loi exponentielle dans le paramètre lambda vaut 100. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une deuxième variable y et je lui ai donné la valeur 3x. Donc, il y a une dépendance, forcément, puisqu'y s'écrit en fonction de x, mais en plus, elle est linéaire. J'ai pris 3 fois x. En fait, je dessine x en fonction de y. Donc, c'est juste pour voir que c'est linéaire entre eux. Et je calcule le coefficient de corrélation. Juste à noter que le coefficient de corrélation ici, en fait, il calcule comme ça. Il va calculer le coefficient de corrélation de x avec x, de x avec y, de y avec x, et puis d'y avec y. Donc, en fait, cette matrice, vous aurez toujours 1 ici, donc ce qui mesure le coefficient de corrélation, et on va regarder cette diagonale, celle qui est ici. Bien, alors pourquoi vous avez aussi x, y? Parce que normalement, vous avez ici conjugué. C'est pour ça que ici, dans mon deuxième élément, c'est conjugué. Donc, c'est pour ça que x, y n'est pas yx. Mais si c'est des signaux réels tels que ici, vous trouverez la même valeur. Et on a fait de la même chose, mais sauf que cette fois-ci, regardez, ici, on a généré une variable aléatoire, donc uniforme, entre 0 et 2π, donc c'est ce que j'ai appelé θ. Je calcule x, qui est donc sinus θ, y cos θ. Encore une fois, ils dépendent de la même variable, donc ils sont dépendants. Mais cette dépendance n'est pas linéaire et le coefficient de corrélation mesure la dépendance linéaire. Donc, je devrais trouver quelque chose qui est une valeur qui est petite. Voilà, je vais la lire bien sûr ici. Je vais lancer mon programme. Alors, juste le temps d'effacer ces dessins. On lance le programme et on va interpréter ce qu'on va obtenir comme figure. Alors, où sont mes figures? Pourquoi je ne les vois pas? Alors, je suis en train de partager tout l'écran. Alors, je ne sais pas. Alors, je vais revenir. Alors, elles sont là mes figures. Alors, je vais prendre d'abord la première. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a tracé, donc c'est avec la fonction scatter, on a tracé x en fonction de y, c'est-à-dire chaque valeur de x en fonction de y. Remarquez ici, donc on a pris une première loi exponentielle qui allait jusqu'à 0,07, vous multipliez par 3, ça vous fait 0,20. Puis on voit bien que l'évolution est linéaire. Bien. Alors, regardez maintenant, on va voir le coefficient de corrélation qui a été obtenu. Alors, si je lis, donc c'est Z1, je rappelle, je dis, vous faites la lecture, ne lisez pas ces deux-là, parce que ça c'est normal, c'est x avec x, ça c'est y avec y. Regardez, c'est 1. J'ai un coefficient de corrélation qui vaut 1. Ça veut dire que ces deux variables sont dépendantes linéairement. Je le sais parce que c'est 3 fois x. On va faire un petit essai, on va écrire moins 3x. On va voir ce qui va se passer. Je réexécute mon programme. Regardez, parce que je n'ai pas effacé la figure. Donc, la première, regardez maintenant ce qui s'est passé. Votre droite a une pointe négative, ce qui est tout à fait normal. On va maintenant voir le deuxième programme. Regardez maintenant pour le deuxième programme. Donc, pour faire le deuxième exemple, on a pris x en fonction de y. On sait que cos y plus sinus y, ça définit un cercle. Donc, il était tout à fait normal de trouver le cercle de rayon 1.
Maintenant, si je regarde la variable Z2, la voici, j'y rappelle, j'ai dit, vous ne faites pas la lecture sur ça, c'est toujours 1. Regardez, c'est moins 0,02, c'est pratiquement nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X et Y ne présentent pas de dépendance linéaire. Oui, je le sais, puisque c'est une dépendance qui est sous la forme X au carré plus Y au carré. Donc, après avoir illustré cette histoire donc, de dépendance linéaire, et on a montré à travers un exemple que ce n'est pas parce qu'ils sont décorrélés, donc indépendants linéaires, qu'il n'existe pas une autre dépendance. On dit elle peut exister, il se peut qu'il y ait une autre, il se peut qu'il n'y ait pas de dépendance du tout. Donc maintenant, on va passer au cas d'un vecteur. Là, on a traité quand même à chaque fois un vecteur aléatoire composé de 2. Dès que vous basculez dès que vous dépassez 2, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle une notation matricielle. Et à ce moment-là, vous allez écrire, dès que vous allez écrire x, ça veut dire que vous êtes en train de parler de la variable, du vecteur aléatoire x qui comporte une valeur. De la même façon, par exemple, mu de x1, c'est la moyenne de x1. Mu de x2, c'est la moyenne de x2. Là, pareil aussi. Quand vous allez calculer, vous allez le faire pour le tout. Vous allez mettre un petit trait en bas pour dire que c'est la moyenne statistique de toutes les variables aléatoires qui composent x. De la même façon que nous avons calculé tout à l'heure un coefficient de corrélation pour 2, je peux calculer un coefficient de corrélation pour n variables. Si je veux le calculer pour n variables, donc rappelez-vous le calcul du coefficient de corrélation, je vais revenir dessus juste rapidement. Il implique, il doit être centré, c'est-à-dire que vous devez soustraire la moyenne. Regardez, là on l'a fait pour 2. Je prends le premier, j'enlève sa moyenne, je prends le deuxième, j'enlève sa moyenne et je calcule son espérance. Ici, je vais revenir pour quand c'est un vecteur, parce que ça devient très lourd à écrire. Donc ici, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, regardez, donc j'enlève, si à XC, vous prenez chaque élément, vous enlevez sa moyenne. Donc en réalité, vous êtes en train d'obtenir, donc XC, je peux dire que c'est X moins mu de X. À ce moment-là, donc je vais calculer le coefficient de corrélation, soit quoi? Soit E de X moins mu de X, fois X moins mu de X. Alors, si c'est réel, il faut mettre conjugué. Mais n'oubliez pas que ça devient un vecteur, il faut transposer pour avoir tous les cas possibles. Donc, il y aura un t ici. C'est pour ça qu'on a écrit ici XC, XC, t. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je veux calculer tous les coefficients de corrélation, c'est-à-dire celui de x1 avec x1, mais x1 avec x1, ici, c'est des moyennes, mais x1 avec x1, c'est quoi? Quand vous écrivez E de x1 moins mu de x, au carré. On va se limiter au carré. Ça, c'est la définition de la variance, donc sigma x. C'est pour ça qu'on a écrit directement ici 1. Ensuite, vous allez calculer E de x1 moins mu de x1 avec x2. Comme partout x, celui-là, on l'appelait c'est x1, c'est x2. Ensuite, vous allez faire x1 mu de x1 avec le dernier, c'est-à-dire celui-là. Et vous allez recommencer pour 2. E de x2 avec x2 au carré. Donc, vous allez trouver ici. Mais juste avant, vous allez trouver quoi? Ce sera E de x2 moins mu de x2 avec x1 moins mu de x1. C'est celui-là, c'est C de 1. Ensuite, vous faites C de 1 et vous allez recommencer C3, 1, C3, 2. Et ici, vous allez trouver sigma 3 au carré. Ainsi de suite. Ce qui fait que le dernier ici, c'est NN. Je n'étais pas obligée d'écrire, je vais l'écrire sigma au carré n. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec une matrice. Alors, ça, c'est juste pour vous dire que dès que vous dépassez 2, il vaut mieux utiliser une notation donc matricielle. D'ailleurs, maintenant, même celle-ci, ça vous évoque ce qu'on vient de voir en Python. En Python, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Tout à l'heure, pour 2, voilà ce qu'on a trouvé. On avait trouvé 1 ici, parce que c'était avec lui-même. Et puis, on avait trouvé ça, c'était XY, et ça, c'était YX. Alors aussi, dès qu'on commence à parler des vecteurs aléatoires, il faut préciser quelques propriétés liées au cas où c'est gaussien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur aléatoire gaussien? En fait, un vecteur aléatoire est dit gaussien si toute combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes doit vous donner une gaussienne, est une variable gaussienne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur aléatoire gaussien? En fait, c'est un vecteur où tout ça c'est gaussien
Et dès que vous allez faire une combinaison linéaire, quelle qu'elle soit, vous prenez par exemple 2 fois x1 plus 3 fois x2, 2 fois x1 moins 3 fois x2 plus 6 fois x4. Ben, tout ça, ça va vous donner une gaussienne. C'est comme ça qu'on définit une variable, un vecteur aléatoire gaussien. Donc, j'ai dit combinaison linéaire, c'est-à-dire ici, votre x, vous n'avez jamais au carré. Il n'y a pas de x1 au carré ou de log x2 ou de exponentielle x3 ou de valeur absolue x4. Tout ça, je ne les sais pas. Donc, c'est une combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes. Donc, un vecteur aléatoire gaussien, donc il dit gaussien si toute combinaison linéaire est une variable aléatoire gaussienne. Alors, justement, ce vecteur aléatoire gaussien, il a beaucoup de propriétés. On va les définir de suite ici. En fait, donc, là, je reprends juste là, ce que j'avais noté là. En fait, donc ça a deux conséquences principales. La première, donc, on a dit que la combinaison est une gaussienne, donc ce qui fait que la probabilité de x1, vous allez trouver, regardez ça, ça ressemble à une gaussienne. Et vous pouvez la calculer directement. Comment vous allez faire? Donc, comme vous allez multiplier racine de 2 pi n, donc là, je rappelle ici une probabilité gaussienne, c'est 1 pour une variable, 2 pi, alors 2 pi sigma x, exponentielle moins n demi de x moins mu de x au carré sur sigma x. Alors, regardez maintenant, comme il y en a n, là vous allez trouver n, et ici ce sera justement, j'ai plus sigma x puisque c'est plusieurs variables, ce sera le déterminant de la matrice qu'on avait présenté tout à l'heure, la matrice des coefficients de corrélation. Donc, on appelle la matrice des variances-covariances. On a dit que c'est une matrice de variance et de covariance. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas, je vais le remettre. Regardez ici, regardez. Cette matrice-là, en fait, donc c'est une matrice de variance. Vous avez des variances et des covariances. Pourquoi co? Parce que vous cherchez la variance de 1 avec 2, de 2 avec 1 et tous les éléments. Alors ensuite, je reviens ici. Bien, donc en fait, on cherche le déterminant de cette matrice. Et puis, ce que vous allez écrire ici, regardez, au lieu d'écrire x moins mu de x, ce sera x moins mu de x transposé, x moins mu de x, et vous multipliez par c de x1. C'est la matrice, c'est l'inverse de la matrice. C'est par rapport au sigma x que j'avais ici en bas. Alors, je disais donc, le vecteur qui est gaussien, donc non seulement vous trouverez la probabilité directement conjointe, parce que c'est une gaussienne, et puis, donc, toute combinaison linéaire donc, va suivre une gaussienne. C'est clair puisque ça vient d'ici. Alors, pour traiter ce cas gaussien, je vais prendre cet exemple et je vais le traiter pour voir comment extraire directement sa densité de probabilité. Pardon, alors, on me demande, alors, si Z et 1, Z2 sont des variables aléatoires indépendantes de loi normale, alors n'oubliez pas que quand on dit normale, ça veut dire gaussienne. On me dit de paramètres respectifs mu1, sigma 1, mu 2, sigma 2. Alors, quels que soient les réels, ça découle directement de la variable aléatoire gaussienne, puisque c'est une combinaison linéaire, puisque ça c'est gaussien, ça c'est gaussien. Alors, toute combinaison linéaire sera gaussienne. On me demande de trouver sa moyenne et de trouver sa variance. Donc, je vais faire ici. Donc, alors, j'ai une nouvelle variable qui s'appelle, donc je l'appelle Z. Ça vaut donc AZ1 plus B Z2. Alors, si je veux calculer la moyenne de Z, donc rappelons mu de Z. Mu de Z, c'est E de Z. Donc, ce sera E de A de Z1 plus B de Z2. Alors, les propriétés du E s'appliquent à une variable aléatoire. On a dit que E de Z, regardez, E de Z, on a dit c'est toujours le quelque chose, l'intégrale du quelque chose, fois P de Z, dz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous multipliez par 2, par exemple, ben 2, je peux le sortir de l'intégrale. Ça veut dire que E de 2 de Z, ben c'est 2 fois E de Z. Parce qu'en fait, au E s'appliquent toutes les propriétés qui s'appliquent aux intégrales. Une intégrale, tout ce qui est constant sort de l'intégrale. Elle a d'autres propriétés qu'on va voir à travers des exercices. En fait, je vais ici développer que pour la moyenne. Pour ce qui est de la variance, je le laisserai sous forme d'exercice. Alors ici, donc si j'ai ça, ça signifie quoi? Donc tout ce qui n'est pas aléatoire, je peux le sortir hors du E, parce que tout ce qui n'est pas aléatoire,
peut sortir de l'intégral. Ça joue le rôle d'une constante. Donc ici, ça va me donner tout ça. Ça vaut donc A fois E de Z1 plus B fois E de Z2. Or, E de Z1, c'est mu de Z1. C'est la moyenne de Z1. Et ça, c'est la moyenne de Z2. C'est la définition de la moyenne. On a démarré de ça. Donc, ça fait A fois U de Z1 plus B fois U de Z2. C'est bien ce que j'ai. A fois U1 plus B que j'ai appelé U1 et que j'ai appelé B2, puisqu'on m'a dit que la loi Z1 a une moyenne de U1. Moi, je l'ai appelé U de Z1. Donc, je vais écrire A de U1 parce qu'on l'a appelé U1. Et la moyenne de Z2, on l'a appelé U2. Plus, donc, je vais écrire ici directement B de U2. Alors, avant de clore, ici, avant de passer au changement de variable, je laisserai ça pour un autre point. Donc, il faut savoir en plus que de tout ça, il découle une chose très importante, que si des variables sont gaussiennes et qu'en plus elles sont décorrélées, alors ce cas-ci, elles sont indépendantes. Tout à l'heure, on avait dit que si c'est décorrélé, ça n'implique pas indépendant, sauf dans le cas où c'est gaussien. Donc, si vous avez deux variables aléatoires gaussiennes, plus elles sont décorrélées, alors forcément, elles sont indépendantes. Ça ne s'applique qu'au cas où les variables sont gaussiennes. Ça aussi, ça se démontre à travers l'utilisation de cette probabilité. J'essaierai de faire un exercice. Donc, pour la prochaine fois, je vais faire le changement de variable. Donc, je vais utiliser le jacobien.